vous donner une petite note biographique qui va vous situer un petit peu mon pédigree. Pourquoi je m'occupe des membres supérieurs, c'est que j'ai été un patient de membres supérieurs. J'ai commencé ma carrière médicale à travers un accident. Quand j'avais 14 ans, je me suis blessé sérieusement ma main gauche. Il y a eu une réimplantation d'index, il y a eu toutes sortes de chirurgies. Et après que le chirurgien a passé toute la nuit sur moi, ben, il m'a dit va voir ces gens-là, ils vont s'occuper de toi. Puis on parlait des physiothérapeutes à l'époque. Et j'ai fait de la physiothérapie pendant 1 an de temps. Et j'avais une main qui était, comme Jean-Paul l'a mentionné, j'avais une main complètement raide, aucun mouvement pendant des mois et des mois et des mois. Et finalement, les choses se sont mises à bouger. Les choses ont guéri, les choses ont commencé à fonctionner. Et j'ai pu utiliser ma main gauche comme avant. J'ai été extrêmement impressionné. Alors, on n'était pas des médecins dans ma famille à moi, on était plutôt des gens ordinaires, des ouvriers. Mais j'ai été accepté en médecine, puis je voulais faire de la chirurgie de la main, mais j'ai jamais été capable de faire la chirurgie de la main parce que l'utilisation du microscope me causait des céphalées sévères. Alors j'ai dit, bon, on va aller où qu'est-ce qui est plus proche? On va monter d'un étage, puis c'est pour ça que je me retrouve dans le coude et dans l'épaule. Fait que tout ça pour dire que j'ai une vision, puis j'ai une compréhension du travail des gens qui font de la rééducation, de la réhabilitation, où je peux en parler à la première personne. Fait que quand je vous envoie quelqu'un, c'est pas parce que je pense que ça fait partie du traitement, c'est parce que je sais que ça fait partie du traitement. De la même façon, quand je reçois des gens de vous, je sais que ça fait partie aussi du traitement des fois, que les problèmes que vous n'avez pas réussi à régler, vous ne voulez pas les laisser comme ça, vous cherchez une solution. Et naturellement, on se voit, nous, à part pour ce qui est des urgences et de la traumatologie, on se voit toujours comme le dernier recours. Et je ne pense pas que ça change dans le futur. On est toujours le dernier recours, mais je vais vous parler à la fin de la présentation sur qu'est-ce qui se passe actuellement, qui fait que le dernier recours commence à être un petit peu moins loin qu'avant. Puis des raisons pour lesquelles on veut que ça soit moins loin qu'avant. Alors, on va commencer comme ça. OK. Donc, c'est pas un autoportrait, absolument pas. Mais ça pour dire que ça existe. Peut-être pas dans cette forme aussi exagérée là, mais comme vous savez, il y a des gens qui font une utilisation de leurs membres supérieurs qui n'est pas complètement raisonnable. Ils se blessent beaucoup. Les gens sont plus actifs, les gens s'entraînent plus. Les gens ne mangent pas de la même façon qu'il y a 20 ou il y a 30 ans. Les gens n'occupent pas leur temps libre de la même façon qu'il y a 20 ou 30 ans. Bref, on a de plus en plus de travail. Alors, avant d'aller tout de suite dans les 4 diagnostics spécifiques que je vous ai montrés, là, qui sont les 4 tendons principaux, les 4 groupes qu'on va traiter au niveau du coude, je vais juste faire une mini-discussion sur la subtilité entre une tendinose et une tendinite. Parce que vous savez qu'il y a une bonne différence. Mais est-ce que ça vaut la peine de faire une différence entre les deux? Je me suis longtemps posé la question, parce que dans le fond, ça fait mal. Puis dans le fond, si on ne se casse pas trop la tête, on va donner une piqûre là-dedans, puis ça va peut-être aller mieux. Mais avec les années, je me suis rendu compte que c'est pas tout à fait comme ça. Il y a une raison pour laquelle la réponse à nos traitements, elle n'est pas toujours optimale, puis il faut aller toujours à la cellule. Il faut aller à ce qui se passe au niveau microcellulaire. Ça, c'est un plan, donc une microscopie d'un tendon normal. Comme vous pouvez voir, ici, tout est pas mal en ligne. Hein? Les cellules, les fibres de collagène, le collagène type 1, un collagène en santé, donc bien hydraté, avec beaucoup de, de cross-links entre les protéines de collagène. Ça fonctionne, ça s'étire, ça transmet bien la force, c'est pas cassant, c'est très souple. Maintenant, quand on arrive dans une tendinite aiguë, qui dit tendinite parle des facteurs d'inflammation. Donc, les cellules spécifiques à l'inflammation qu'on peut voir ici, les vaisseaux, l'édème qui est autour de là. Puis ça, naturellement, ça amène les signes cardinaux que vous connaissez bien. C'est gonflé, c'est chaud, c'est rouge, ça fait mal. Pardon. Et ça répond en général aux modalités anti-inflammatoires que vous connaissez très bien, aussi bien que moi. Quand c'est chaud, vous refroidissez, cortisone, etc. Maintenant, quand on parle de tendinite du coude, ou de tendinose du coude, c'est plutôt ça qu'on a. C'est pas quelque chose avec beaucoup de cellules inflammatoires. En fait, il n'y en a presque pas. C'est un tissu qui est sec, qui n'est pas tellement élastique, qui est plutôt, en anglais, on dirait brittle, mais il se déforme très mal. Et comme vous pouvez voir, le patron du collagène devient un petit peu, je dirais, tout croche, un petit peu anarchique, où les choses ne sont pas alignées. Fait que ça, c'est de la tendinose. Ça prend pas des semaines, ça prend des mois à s'installer, peut-être des années. La vascularisation est différente. Il y a un peu plus de microvascularisation, même s'il y a moins de sang qui se rend là-dedans. Donc, c'est comme s'il y avait un effort de la microvascularisation pour se rendre là-dedans et réparer, mais il n'y arrive pas.
Ça, en général, c'est difficile à renverser une situation microcellulaire de ce type-là. Ça, c'est ça qu'on va parler maintenant. Donc, quels sont les facteurs qui vont fragiliser les tendons, qui vont rendre les tendons, comme on vient de les voir, avec un pattern anarchique, avec la présence de collagène type 3 immature, plutôt que du beau type 1 bien aligné comme avant? Mais il y en a plusieurs que vous connaissez peut-être. Naturellement, l'âge. Fait que trouvez-vous une photo de vous il y a 20 ans, puis regardez-vous dans le miroir en même temps. En tout cas, moi, je trouve que c'est un exercice assez difficile à faire. Autour des yeux, la peau change. Les tendons changent aussi. Fait qu'en général, quand je veux savoir quelle sorte de tendon je vais traiter, moi, je regarde le genre de peau que les gens ont, puis ça se touche pas mal. C'est le même collagène qu'on a en sous-cutané que celui qu'on a dans les tendons. Il y a des facteurs qui vont amener un vieillissement prématuré du tendon, du collagène. On a parlé de vascularisation tantôt. Tout ce qui va toucher la microvascularisation va toucher la structure tendineuse. Donc, le tabac, la nicotine vont fermer les petits vaisseaux, vont faire mourir un peu certaines des petites cellules que vous avez vues tantôt qui vont se régénérer en tendinose. Tout ce qui est prise de médication dangereuse, de médication qui coupe un petit peu la circulation. On parle naturellement de toute la médication stéroïdienne, que ce soit de la prednisone par la bouche ou que ce soit même par injection. Ça va créer des dommages. Oui, ça c'est prouvé, cette chose-là. Il y a certains antibiotiques dans la famille des fluoroquinones. On parle du Cipro. C'est le médicament que vos patients connaissent probablement, le Cipro. Vous voyez quelqu'un qui a un problème de tendon, que ce soit un tendon d'Achille, un biceps, avez-vous une infection dernièrement, prenez-vous du Cipro. Demandez-la toujours, cette question-là. Tout le monde l'oublie. Moi, j'ai vu des ruptures spontanées des 2 tendons d'Achille chez une dame de 60 quelques années qui s'était traitée pour une infection urinaire, seulement parce qu'elle avait pris du Cipro, qui avait fait des dépôts de calcification de cristaux, en fait, dans les tendons et des ruptures spontanées. Donc, c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Est-ce qu'il y a le overuse? Bon, j'ai tout le temps un peu de difficulté à toucher à ce sujet-là, la surutilisation des tendons et des muscles et des articulations. Probablement que l'utilisation normale ne détruit pas les tendons, ne détruit pas les articulations. C'est quand qu'il y a une combinaison de plusieurs facteurs. On a vu tantôt la photo du culturiste. Les culturistes, malheureusement, pour aboutir à ce résultat-là, prennent aussi des choses qui sont dans cette liste-là, notamment les stéroïdes, vous le savez. Et ils s'infligent des micro-traumatismes qui vont mal guérir ou qui ne vont pas guérir, qui vont finir par s'accumuler et donner de la tendinose à un moment donné. Donc, qu'est-ce que de la surutilisation? C'est la question à 100 millions de dollars, parce que toutes les questions de litige au travail y sont liées. La surutilisation, c'est un mot qui n'a pas de définition comme telle. La surutilisation, c'est l'utilisation qui te fait mal, dans le fond. C'est celle qui fait que tu es rendu plus capable de le faire. Et ça, chaque personne a son propre niveau pour la surutilisation. L'hormone de croissance, est-ce que ça attaque les tendons? Aucune preuve, jusqu'à date. Fait que vos patients qui, candidement, vont vous demander je prends un peu d'hormones de croissance, ça peut-tu m'amener des problèmes au niveau des tendons? J'aimerais ça être capable de dire oui, mais la réponse, c'est non. Ce que ça fait, par contre, ça va faire développer plus la musculature. Et si le muscle très puissant se met à tirer sur un tendon avec tendinopathie, bien, les problèmes vont arriver de façon indirecte. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'âge? J'en ai parlé. Hein. Il va y avoir une diminution de la vascularisation, il va y avoir une accumulation de lipides et une accumulation de calcium. Bref, la petite corde elle va être moins élastique qu'avant, va finir par casser. Il y a une raison pour laquelle les joueurs de hockey professionnels, après 35 ans, sont à peu près plus capables de jouer ou y étirent leur carrière, vous savez, c'est à cause de ça. Cette espèce de flexibilité-là qui fait qu'un joueur de 21 ans tombe, se fait rentrer dedans par un monstre de 250 livres, puis va jouer 3 jours plus tard. Chez la personne de 35 ans ou la personne de 40 ans et plus, il n'y aura pas la même capacité à l'étirement et au recouvrement. Une énorme différence à l'intérieur seulement de 10 ans ou 15 ans. Donc, est-ce que l'entraînement... la question classique, le patient qui s'entraîne, il y a eu quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour que mes tendons soient plus solides? Est-ce que je peux m'entraîner plus puis j'aurai des tendons plus solides? D'après vous, il y a la réponse qui est sur l'écran. L'entraînement en force ne va jamais donner des tendons plus solides. C'est l'entraînement en endurance qui peut donner un épaississement des tendons. J'ai opéré beaucoup de gens dans ma vie qui avaient des muscles incroyablement puissants. J'ai tout le temps été impressionné par la petitesse de leurs tendons. C'est probablement des gens qui ne s'étaient jamais entraînés en endurance. Fait que tu ne peux pas avoir une augmentation de ta masse tendineuse si tu ne t'entraînes qu'en puissance ou en explosivité.
Donc, la question de l'explosivité, des gens qui vont soulever 95% de leur capacité, qui vont le faire 4-5 fois de suite, puis qui pensent qu'ils vont avoir des bons tendons après ça, c'est archi faux. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'infliger probablement des micro-déchirures, ou encore, ils vont finir par achever une tendinopathie qui va être apparue quelques années avant, et là, il va y avoir des ruptures spontanées. Retenez ce chiffre-là, c'est assez impressionnant. Un tendon sain, un tendon normal, est capable de supporter à peu près 3 fois la force du muscle qui lui est attaché, la force maximale du muscle qui lui est attaché. Le corollaire de ça, c'est que le tendon normal ne déchire pas. Il va partir avec un morceau d'os, mais il ne va pas déchirer le tendon normal. Le tendon qui déchire est un tendon anormal. Les ruptures tendineuses, là, vraiment dans la substance du tendon, en pédiatrie ou chez les adolescents, presque rien. Chez des gens dans la vingtaine, très rarement, ceux qui ont eu des piqûres de cortisone, ceux qui ont fait des choses exagérées, lanceurs au baseball par exemple. Mais autrement, presque jamais. Ça commence à apparaître, les ruptures dans le tendon lui-même, seulement vers la trentaine, lorsqu'il va avoir des facteurs dont je vous ai parlé de vieillissement. Donc le tendon qui rupture, qui lâche, est un tendon qui était déjà malade. Ça se vérifie beaucoup aussi au niveau des épaules. Alors, des effets de la nutrition, ça c'est une question à laquelle je ne suis jamais capable de répondre. Est-ce que je peux manger quelque chose? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas mangé qui a fait que j'ai eu ma fessure? Rien. Il n'y a absolument rien qui est connu, il n'y a rien qui est documenté, qui prouve que quand on le prend ou quand on ne le prend pas, on va avoir des moins bons ou des pires tendons. Le tabagisme est connu, on peut faire des niaiseries, mais est-ce qu'il y a quelque chose au niveau alimentaire qui va nous garantir qu'on va avoir des meilleurs tendons? Les vendeurs de ces substances-là vont vous dire oui, mais toute la littérature qui a été bien documentée va vous dire ben on cherche encore, on n'en a pas. Donc, si je vais maintenant au niveau des pathologies spécifiques, je vais essayer de les faire. C'est 4 groupes finalement, c'est assez facile à faire. Je vais commencer avec celles qui sont les moins fréquentes, puis je vais finir par celles que vous voyez tout le temps, c'est-à-dire les épicondylites latérales. Alors, si on commence avec le triceps distal, combien que j'ai vu de ruptures du triceps dans ma carrière? Quand même, je ne suis pas un jeune docteur, là, presque 20 ans que je fais ce travail-là. J'en ai opéré 3 dans toute ma vie. Et les 3 étaient des culturistes qui prenaient des substances. Alors, j'ai vu beaucoup de bursites, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient des petites irritations, mais des ruptures vraiment qui nécessitaient une réparation, non. J'ai eu beaucoup de fractures de l'écran, par contre. Ça, j'en ai vu, des gens qui tombent, etc. Ça veut dire quoi? Ce tendon-là, en général, n'arrive jamais au point d'usure, au point de lésion, à moins d'avoir un coup de couteau dedans, là, au point que c'est lui qui va lâcher. En général, il reste plus fort que l'os à peu près toute la vie. Donc, c'est très, très rare, c'est anecdotique. Mais ça va arriver si ça allait arriver dans des cadres de traumatisme. Mais sinon, recherchez la consommation de stéroïdes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Il n'y a pas 10 000 choses. Hein. Quand on fait la résonance magnétique ou l'échographie, puis qu'on voit simplement que le tendon du triceps est sectionné, en général, le traitement, c'est tu vas faire des points de suture là-dessus pour le ramener dans l'os. Ça guérit très bien en passant. Donc, la modalité, elle n'est pas très conservatrice quand il y a une rupture pleine épaisseur. S'il y a une toute micro-déchirure, oui, traitement conservateur. Toutes les choses que Dr Brutus vous a dit pour les choses mineures, oui, le traitement conservateur s'applique. Mais le moindrement qu'on a un patient qui est vigoureux, un patient qui est actif, un travailleur, avec une déchirure substantielle, entre guillemets, pleine épaisseur du tendon triceps, puis qui a de la difficulté à faire de l'extension, en général, on va avoir besoin d'aller faire une réparation. C'est comme, je vais régler la question tout de suite. Le délai pour une déchirure significative où on a vraiment une migration du triceps, c'est une urgence. C'est comme le biceps. Je vais y revenir. Il n'y a pas d'avantage à laisser atrophier un muscle avant de le réparer. S'il tient, par contre, puis que c'est seulement une perte de 1,5 de 1 sur 5 en termes de force, il y a de la marge. S'il y a une contraction volontaire du triceps qui est présente, malgré tout, avec qu'est-ce qui n'est pas déchiré, c'est pas une urgence. Ça peut attendre. On met de la glace, on va le faire guérir, là, c'est pas une urgence. Mais moi, je vous parle de la déchirure où il y a une migration du muscle lui-même. Dans n'importe quelle rupture de tendon, rupture pleine épaisseur, que ce soit la coiffe des rotateurs, que ce soit le biceps ou le triceps, le principe de base, c'est vraiment que si, entre guillemets, le muscle est débranché et qu'il se raccourcit, il va s'atrophier à une vitesse folle. Eux autres, c'est des urgences. Donc, je vais aller déjà à une chose qui est un peu plus fréquente, la rupture du biceps distal. J'insiste sur le mot distal.
Souvent, je reçois des petits papiers, urgence, voyez mon patient, rupture de biceps. Puis là, à chaque fois, il n'est pas écrit si c'est proximal ou distal. Vous connaissez très bien la différence entre les deux. Du point de vue clinique, hein, il y en a un qui baisse, l'autre qui monte. C'est assez évident. Mais pour un chirurgien, la différence est archi importante parce qu'un est une urgence, l'autre n'est pas chirurgical en général. Alors, s'il vous plaît, écrivez proximal ou distal si vous nous envoyez des gens en disant c'est urgent. Alors, aujourd'hui, on parle juste du coude. La rupture distale qu'on a ici est facile à diagnostiquer, il n'y a pas de doute. Ça marche. Donc, on a une migration de la masse du biceps en proximal. Souvent, dans l'histoire que les patients vont nous donner, ils vont vous dire « c'est arrivé d'un coup ». Ils vont à peu près tout le temps vous raconter la même histoire. C'était pas en s'entraînant, c'est pas la 10e fois qu'ils ont fait un curl, c'est la première fois qu'ils ont attrapé une boîte. C'est un geste soudain sur un muscle qui n'a pas été préparé. C'est comme ça que les gens se déchirent le biceps en général. Je voulais attraper le piano. Ça a fait craque. J'ai voulu prendre ma femme. Ça, ils disent jamais, pas devant elle en tout cas. Donc, je fais un retour anatomique pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que, je l'ai écrit ici, le biceps distal est un supinateur. Le biceps distal n'est pas un fléchisseur. Tout le monde voit le biceps comme un muscle qui fléchit le coude. Il y a plein d'autres muscles qui font la flexion du coude, le brachialis antérieur, le brachioradialis, comme a dit mon collègue Dr Brutus. Le muscle biceps est un fléchisseur accessoire du coude. Ce n'est pas le joueur le plus important pour fléchir le coude. Mais il est le principal supinateur. C'est lui, en fait, qui donne la puissance et la vitesse quand on veut dégainer pour faire une supination rapide. Alors, il faut comprendre l'anatomie pour comprendre ça. S'il était un pur fléchisseur, il s'attacherait ici, sur le cubitus. Mais ça, c'est l'endroit où, vous voyez ici, où il y a le brachialis antérieur. Comme il est juste en avant, à côté ici, il ne va pas au cubitus, il s'en va sur le radius et sur une espèce de petite bosse qui est la tuberosité radiale. Et cette tuberosité radiale-là est complètement, en temps normal, dans une position neutre, est complètement virée vers le bas. Et le biceps est en haut. Alors, quand on contracte, ça ramène la tuberosité vers le haut et donc ça fait pivoter l'avant-bras en supination. Alors, c'est très profond, cette chose-là. C'est presque dans l'espace interosseux. Donc, l'autre chose qu'il faut comprendre, pourquoi les migrations, il y en a qui ont une bosse qui monte très très haute, puis il y en a d'autres qui n'ont pas la bosse qui monte très très haute, c'est qu'il y a une extension du tendon de l'acertus fibrosus. C'est une espèce de petite toile qui s'en va du côté cubital, qui souvent retient la migration vers le haut. Fait que souvent, au début, on entend le crack, on voit l'hématome comme je vous ai montré, mais il n'y a pas la migration que vous avez vue sur les photos précédentes. Il faut faire attention, il peut avoir une déchirure du biceps sans avoir la migration à cause de ce lacertus fibrosus-là, qui nous aide beaucoup parce qu'il maintient le tendon à sa place pour une réparation si on décide d'aller faire une réparation. Donc, au niveau du diagnostic, la rupture complète, totale, qui a fait crack le muscle qui a levé, c'est assez auto-évident. Hein? Quand on voit ça avec un gros hématome du côté interne, la bosse qui est rendue montée, la personne qui a de la difficulté à faire de la supination, même une résonance magnétique qui va être nécessaire pour d'autres raisons et pas nécessaire pour faire le diagnostic. Ce qui est plus difficile, c'est les déchirures partielles. Parce que les déchirures partielles vont être rapportées comme des épisodes douloureux, mais pour savoir s'il y a une déchirure ou pas, c'est impossible de le savoir à l'examen physique uniquement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dr Brutus mettait le point. C'est quelque chose que vous faites beaucoup, mais que la plupart des omnipraticiens font à peu près pas. C'est mettre le doigt sur le tendon. On met le doigt sur le tendon et on le suit jusqu'où il va s'attacher au niveau de l'os. Si le patient vous dit « aïe aïe, c'est là que ça fait mal », ben non, c'est là. Alors, c'est un tendon qui est facile à palper. On part au niveau du bras et on le suit. Puis on demande aux patients de faire un peu de supination pour l'avoir palpable. Faites-le sur vous-même, vous allez voir, c'est facile comme tout. Et si le aïe aïe est à ce niveau-là et qu'il augmente quand on fait une supination résistée, là, vous savez qu'il est en train de se passer quelque chose. Si vous avez une déchirure comme celle-là, je pense que c'est clair que vous allez dire « Écoute, ne viens pas ici toutes les semaines pendant 8 semaines. » Vous allez dire « Je pense que ça mérite un peu d'imagerie. » Par contre, si vous avez juste l'espèce de douleur au niveau distal et que vous avez toute la shape qu'il faut, il n'y a pas eu de crack, il n'y a pas eu d'hématome, c'est pas une urgence à ce moment-là. Vous ne les envoyez pas à l'urgence à 2 heures du matin, ces patients-là.
Par contre, votre patient a mal, il se comporte, ça a l'air d'une tendinite, on le fait reposer, ça va pas mieux. On a la chance d'être au Québec. Au Québec, il y a toutes sortes d'affaires qui vont mal. Il y a une seule chose, d'après moi, qui va bien au Québec, c'est les réseaux des radiologistes privés, parce que tu peux avoir une échographie, une résonance magnétique en dedans d'une semaine au Québec. C'est la seule place au Canada où tu peux avoir ça. Ils sont un peu chers, mais tu peux les avoir. Alors ça mérite vraiment une investigation que la plupart des gens sont capables d'avoir facilement aujourd'hui. Alors, si vous ne le savez pas, vous avez un point d'interrogation, il y a une déchirure partielle, la personne ne peut pas se permettre d'évoluer de ça à ça dans les prochaines semaines, dans sa job, dans son sport ou quoi que ce soit, allez-y. Trouvez-vous quelqu'un qui va vous faire une imagerie, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une déchirure partielle? Est-ce qu'on va sauter dessus pour les opérer? Non, non. On les traite de façon conservatrice d'habitude. Donc, repos, toutes les choses qu'on a parlé tantôt, repos, physio, glace, le temps, et surtout, pas d'infiltration cortisonnée. Ça, c'est un no-no, l'infiltration cortisonnée aux dépens du biceps distal. Que ce soit une péritendinite, une tendinose ou une déchirure partielle, on n'injecte pas un biceps distal. Et même si on veut aller avec une aiguille porter autre chose que de la cortisone, que ce soit du Durolane, pour ceux qui pensent que ça peut faire guérir un tendon qui est en déchirure partielle, ou que ce soit autre chose dont je vais parler un peu plus tard, le plasma riche en plaquettes, il faut y aller doucement, parce que l'aiguille avec laquelle tu vas aller porter tes choses, si elle pénètre dans ton tendon, va assurément l'affaiblir. Parce qu'on parle souvent de la cortisone qui affaiblit les tendons, hein? Mais chose qu'on parle rarement, c'est les aiguilles qui affaiblissent les tendons. Parce que c'est de la même façon que quand vous prenez les timbres, là, puis que vous tirez, puis que ça ne déchire pas en plein milieu du timbre, c'est parce qu'il y avait tous les petits trous entre. C'est la même chose, les tendons qui déchirent. Si on fait pic, ben à un moment donné, ça déchire. Alors, aller se promener avec un aiguille autour d'un tendon sur lequel est attaché un muscle puissant, c'est courir après le trou. OK? Donc, le PRP n'est pas dangereux lui-même. J'annonce les couleurs, je vais en parler un peu plus tard. C'est pas du tout dangereux, c'est pas une substance qui est toxique, c'est votre propre sang, en fait, là, ça vient de votre sang, mais c'est l'aiguille qui est dangereuse. Alors, quand est-ce qu'on va aller est-ce qu'on va opérer tout le monde, tiens? Tout le monde qui a une déchirure du biceps va avoir sa chirurgie d'urgence? Sûrement pas. Sûrement pas. Pourquoi qu'on ne va pas opérer tout le monde? C'est parce que dans le pli du coude, il y a pas mal de joueurs. Notamment, il y a des artères, des veines, des nerfs. Bref, il y a un gros potentiel de mettre quelqu'un dans le trouble si on fait une chirurgie dans le pli du coude pour ce qui est des complications chirurgicales. Alors, il faut peser les avantages qu'on recherche avec les désavantages qu'on est capable d'infliger à nos patients. Comme ça, vous pouvez déjà avoir votre réflexion là-dessus dès que vous voyez votre patient. Je vais faire un exemple extrême. Quelqu'un qui a 85 ans, qui ne fait plus rien dans sa maison, qui vient d'entendre un crunch et qui est capable de plier, ça fait pas mal, j'ai la même force, je suis capable de tout faire, vous ne l'enverrez pas se faire opérer. Quelqu'un, par contre, qui est un travailleur autonome, un bricoleur, qui vient de se déchirer ça en attrapant justement un paquet de briques, qui a besoin de son bras pour travailler, ça ne sera pas la même situation. Il y en a un qui dépend de son biceps, l'autre ne dépend pas de son biceps. Alors, pourquoi ne pas tous les opérer? J'ai cette étude-là ici que j'ai trouvée dans le Journal of Hand and Surgery américain 2012, quand même assez récent. 72 patients, 36% ont développé des complications. C'est pas glorieux d'avoir 36% de complications pour une seule opération. Et 6 patients ont eu besoin d'être réopérés. C'est quand même beaucoup là, pour un seul type d'opération. Ça a été fait par une équipe qui était quand même performante. Alors, il y a toutes sortes de complications. Il y en a qui sont légères, là, on s'entend, que ce soit des paresthésies temporaires qui se sont résolues. Il y en a d'autres qui étaient pas mal plus compliquées, comme des ossifications hétérotopiques, des redéchirures, etc. Bref, il n'y a rien qui garantit dans une telle opération qu'on ne sera pas pire qu'avant d'avoir vu le docteur. C'est vrai pour toutes les chirurgies, là, mais c'est particulièrement vrai pour le biceps distal. Fait que quand on les voit, ces gens-là, si jamais on vous les retourne, là, puis en disant physiothérapie, pas de chirurgie, je ne veux pas que vous soyez surpris, que vous soyez scandalisés. C'est parce qu'on a des choses comme ça dans la tête. En passant, la plupart des complications, la dernière ligne est archi importante. Les complications ont été plus communes quand la chirurgie a été faite 28 jours et plus après la rupture. Bref, la complication arrive quand la rupture n'est pas fraîche, quand on est dans une zone de fibrose. C'est un petit peu l'équivalent d'une rechirurgie.
Alors, la chirurgie consiste à quoi? Ben, c'est aussi, on va reconnecter ce qui s'est déconnecté facilement. D'habitude, c'est un arrachement au niveau osseux et il faut ramener le muscle en question à sa place après avoir fait la dissection. Pourquoi j'ai mis la photo de Martin Brodeur? Ben, c'est parce qu'il l'a eu 2 fois, les 2 côtés. Il est bien revenu, puis il est retourné au jeu, puis il est très bon, mais un petit peu moins qu'avant, mais quand même, il fait très, très bien. C'est cette chirurgie-là qu'il a eue, où on a mis 2 ancrages ici de métal qui retiennent le tendon à sa place et qu'on doit laisser guérir par la suite. On peut le voir ici en haut. Il y en a qui se font avec un petit bouton métallique qui dépasse. On appelle ça un endo button. Il y a différentes techniques à 1 ou 2 incisions. C'est un petit peu subtil, cette chose-là. Qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est meilleur, dans le fond, c'est qu'est-ce qui fonctionne bien dans les mains de la personne qui est habituée d'en faire. Moi, je l'ai fait à 1 incision avec des ancrages comme ceux-ci. Et j'ai jamais eu de redéchireux dans ma carrière. Ça fonctionne très bien. J'ai eu aucune complication majeure. Je touche quelque chose, là. Et j'ai eu quelques paresthésies, oui, là, du nerf, mais des complications majeures, j'en ai pas jusqu'à date. C'est une chirurgie qui ne devrait pas être faite par quelqu'un qui n'est pas habitué à aller dans le coude. L'orthopédiste général qui ne l'a jamais faite, c'est pas une chirurgie pour commencer. C'est une chirurgie, je pense, de personnes qui est un peu spécialisée. J'ai dit un orthopédiste. Dans certains hôpitaux, ça peut être aussi un plasticien. Dans certains centres, c'est comme ça, notamment en périphérie. Aux États-Unis, je pense qu'ils nous ont un petit peu gris. En général, c'est l'orthopédiste, par contre. Qu'est-ce qu'on fait en post-opératoire? Peut-être que ça vous intéresse parce que vous risquez d'en voir quelques-uns. Pendant les 3 premières semaines, on leur fout la paix. On les garde immobilisés avec un peu de flexion, de 30 à 90 degrés. Puis on les tient comme ça pendant au moins 3 semaines. On laisse une fibrose s'installer. Et on commence après ça une mobilisation passive. On n'aime pas immobiliser un coude, vous allez voir, contrairement au poignet et à la main, où on se permet des 6 semaines, des 8 semaines, puis dans les scaphoïdes, des fois des 3 mois, puis des 4 mois, puis des 5 mois. Le coude, jamais. Le coude, on n'immobilise pas si on n'est pas obligé. 3 semaines, pour moi, là, déjà quand ça dépasse 3 semaines d'immobilisation du coude, là, on court après le trouble. Alors, un coude, ça doit bouger. Alors, pour ce qui est du biceps, moi, je l'ai fait bouger à peu près après 3 semaines en général. Je l'ai fait bouger juste en flexion. Je ne vais pas à la pleine extension avant la 6e semaine. Je ne veux pas qu'il y ait de tension sur ma réparation pour les 6 premières semaines. Donc, je veux qu'il y ait un petit peu de fibrose. Puis, en général, à 6 semaines, on devrait avoir des amplitudes complètes. Puis après ça, on y va dans le renforcement progressif, dans la 3e phase. Puis j'insiste sur le mot progressif. Ce n'est pas d'explosivité. Là. On est en train de remettre un travailleur au travail. On y va avec des petites charges de rien, un peu de résistance. Et après ça, pour ce qui est de la phase de retour vers la force pré-lésionnelle, on parle du 4e, 5e, 6e mois. Après ça, retour au jeu. Naturellement, quand il y a des sous sur la table ou des playoffs ou quelque chose dans le genre, des gens comme Brian Jonta, qui a eu aussi, comme vous savez, cette année son 2e biceps, qui a eu son premier l'an passé. On ne lui demandera pas quelle sorte de vitamines il mange le matin. Et ces gens-là, souvent, on va tricher un peu, on va les retourner au jeu 3 mois, 4 mois après la chirurgie, comme ça a été fait pour Martin Brodeur. Mais naturellement, il y a une question aussi j'ose dire, de feeling, de solidité quand tu as fini ta réparation. Là, souvent, on a une sensation d'extrême solidité qui nous permet parfois de tricher chez les professionnels. Ça va pour ça? Épitrocléite. Les épitrocléites. Est-ce que le golfer's elbow, naturellement, c'est un peu comme le tennis elbow, le golfer's elbow. La plupart des gens qui ont ça ne jouent pas au golf, hein, vous le savez. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on va avoir mal à l'épicondyle interne. Alors, si on fait un petit retour anatomique, tantôt, Dr Brutus a parlé des muscles quand ils dépassent la moitié de l'avant-bras. Là, je vais aller vers le coude lui-même. Au niveau, c'est les muscles du côté interne, donc c'est le groupe des fléchisseurs et des pronateurs. Hein. C'est pas mal toujours dans sa portion supérieure où il va avoir des dommages. On parle des pronateurs et des fléchisseurs à ce niveau-là. Le site d'insertion épitrocléen est très petit. Hein, c'est plus petit qu'un dissous, cette affaire-là. Puis il y a des muscles extrêmement puissants qui s'insèrent sur une zone qui est plus petite qu'un dissous. Juste en dessous, il y a tout l'appareil ligamentaire collatéral interne du coude. Alors si on regarde comment on va faire le diagnostic de ça, bien, déjà on vient de dire que c'est des pronateurs et des fléchisseurs. On va simplement reproduire la pronation et la flexion. Avec les années, je me suis rendu compte qu'il y a comme un signe, je n'ai pas vu ça écrit nulle part, mais ils me l'ont tout raconté, c'est que le geste qui leur cause le plus de douleur, là, c'est quand ils se mettent la main sur la face et qu'ils poussent sur leur figure.
Et j'ai cherché voir si c'était écrit quelque part. Si vous le trouvez dans un livre, dites-le moi, parce que sinon, je vais mettre mon nom là-dessus. La claque d'en face, ça crée une douleur vraiment épitrocléenne d'avoir une flexion résistée avec la main complètement ouverte et le coude en flexion complète. C'est assez facile. On met le doigt dessus, en fait, l'épitroclé, et c'est là que ça fait mal. Aïe aïe. Méfiez-vous des douleurs régionales au niveau de l'épicondyle interne. Parce que, comme vous savez, il n'y a pas juste les groupes musculaires qui sont là, c'est toute la zone du nerf cubital. Alors, tout ce qui est douleur ressentie du côté interne du coude peut être aussi bien un problème tendineux qu'une problématique neurologique, soit neurologique locale, le nerf cubital lui-même, ou même une radiculopathie qui viendrait d'un peu plus haut. Alors, comment on fait la différence? En général, les neuropathies font pas mal au mouvement résisté en isométrie. Un mouvement résisté qui fait mal en isométrie, en général, nous signe une pathologie clairement tendineuse. Dans le doute, nous, on utilise quelque chose de très utile quand on veut faire la différence, c'est qu'on fait une injection de xylocaïne localement et on répète l'examen physique 5 minutes après. S'il y a encore des douleurs, ben là, c'est pas l'épitroclé en général parce que c'est très facile d'anesthésier complètement ces régions-là avec une injection de xylocaïne en bureau. Ça va être vrai aussi pour l'épicondyle latéral. Pour ce qui est de la radiologie, j'ai mis quelques images ici. Ça se voit assez bien d'habitude en échographie ou en résonance magnétique, où on peut facilement suivre ici l'insertion des muscles épitrocléens. Puis il y a une espèce de signal blanc qu'on va voir. C'est une espèce de tendinopathie, parfois un peu une désinsertion du plan profond. Dans les épitrocléites, un peu comme dans les épicondylites latérales, les sites de déchirure, en général, ne sont pas en superficie, ils sont en profondeur, c'est-à-dire près de l'insertion osseuse. C'est un peu ce qu'on voit ici. Donc, ça se passe au niveau de l'insertion osseuse, comme on peut voir la lésion noire. Il peut même avoir des dépôts de calcium de temps en temps. Naturellement, on va faire des radiographies simples pour être sûr qu'il n'y a pas d'arthrose, qu'il n'y a pas d'autres raisons d'avoir mal. Mais en général, la résonance magnétique ou l'échographie va nous donner la raison. Pour le diagnostic différentiel, j'en ai déjà parlé, les problèmes ligamentaires et les problèmes de nerfs. Et je vais aller au traitement, des différents traitements pour l'épicondyle interne et externe ensemble, si vous voulez bien. Ça va être plus clair, sinon on va se mêler et on va répéter 2-3 fois les mêmes choses. Fait que ça va pour l'épitrocléite. Je vais vous briefer rapidement sur l'épicondylite latérale, mal nommé épicondylite, parce que comme je viens de vous dire, c'est une tendinose. Mal nommé tennis elbow, parce que la plupart des gens ne jouent pas au tennis, même s'ils l'ont. Donc, c'est encore une fois une insertion sur une très petite zone. Hein? Une très petite zone, gros comme un 10 cents, encore une fois, peut-être un petit peu plus, un 5 sous, où il y a plusieurs tendons. Il y a l'extenseur radialis brevis, qui est le principal suspect, le court extenseur, donc radial, et ainsi que les autres extenseurs, les extenseurs des doigts qui sont juste à côté. En passant, juste au-dessus de ça, on ne le voit pas ici, là, même s'il y a une petite zone grosse comme un 5 sous d'insertion tendineuse de quelques muscles qui sont assez puissants, juste au-dessus, sur à peu près 4-5 cm, il y a un très gros muscle qui surplombe. Hein? Le très gros muscle en question, c'est l'extenseur long, qui lui n'est pas sur un tendon. C'est le muscle directement dans l'os. Quand on fait l'opération, c'est assez surprenant, puis je vous encourage à venir en voir une avec moi de temps en temps, des chirurgies épicondyliennes que je fais. C'est surprenant de voir qu'ici, c'est un tendon blanc, exactement le contraire de ce qu'on voit ici, ils l'ont mis en rouge. Mais ici, c'est blanc, puis juste au-dessus, c'est rouge. Donc, on ne peut pas avoir une tendinite ou une déchirure tendineuse du long extenseur du poignet ou encore du brachioradialis un peu plus haut. Ça ne déchire pas. Et en termes de puissance, l'extension du poignet, tout le groupe extenseur, je dirais que le rapport de force entre un et l'autre, le long, c'est 5, l'autre, c'est 1 en termes de force. Si vous venez avec moi en chirurgie, vous allez voir, quand on détache complètement le court extenseur de la masse épicondylienne puis qu'il flotte et que le patient est réveillé, quand il fait l'extension contre résistance, il y a une extension à 5 sur 5 avec un tendon court qui flotte et qui bouge, qui est attaché à rien. Donc, le vrai joueur d'extension du poignet, c'est pas le court extenseur ECRB, c'est son voisin au-dessus. Ça va avoir des implications pour les choix de traitement par la suite et sur les techniques. Fait que dans l'épicondylite latérale, le diagnostic est assez facile. Comme je l'ai dit, c'est la même chose que pour toutes les autres tendinoses. C'est la palpation, la force résistée. Vous allez peut-être voir le mot, le test de Cozen. C'est un petit peu une amplification des tests résistés. En passant, si vous voulez avoir le test le plus évident, là,
Pour ce qui est de l'extension du poignet douloureuse, mettez pas le coude en flexion, mettez-le en extension et pliez le poignet. Et après ça, faites-leur faire l'extension du poignet dans cette position-là que vous voyez actuellement. Parce que souvent, ils vont avoir de la force, ils auront peu de douleur avec le coude fléchi et l'extension du poignet. Pourquoi? Parce que c'est le joueur majeur qui fait toute la job. Alors que quand vous êtes en pleine extension du coude avec flexion du poignet, à ce moment-là, le long extenseur a une composante qui est moindre et c'est presque tout du court extenseur. C'est un petit truc en passant. Et encore une fois, le test d'Axocaïne. Pour ce qui est de l'extenseur des doigts, c'est très bon pour faire une discrimination. Le troisième doigt. Faites l'extension du troisième doigt. Si ça, c'est douloureux, moi, j'aime ça le faire avec les doigts en flexion pour être sûr d'avoir juste les extenseurs pour ne pas avoir les muscles interosseux qui y participent. C'est très indicatif, ça aussi. Il faut que le patient ou la patiente t'indique, quand j'essaie, ils vont dire « Aïe, aïe, ça fait mal ». Prends ton autre main et dis-moi où ça fait mal. S'il dit le tiers moyen de l'avant-bras, c'est pas une épicondylite. En général, ils vont aller vous indiquer l'insertion osseuse. Vous venez de faire votre diagnostic, c'est archi facile. Alors nous, quand on est très mêlé à cause des douleurs croisées ou qu'il y a une arthrose de la tête radiale ou qu'il y a un problème de douleur référée, bien, encore une fois, librement, en bureau, là, quand on se donne le temps, on fait un petit test avec xylocaïne, puis c'est très, très indicatif. Fait que c'est important d'avoir le bon diagnostic. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il y a plein de gens qui vont... La même chose que du côté cubital, il y a plein de gens qui vont avoir une douleur du côté radial du coude, que ce n'est que de la douleur référée. Si tu leur poses la question « Avez-vous mal ailleurs? » Ils vont dire « Oui, j'ai mal en arrière de l'épaule. Oui, j'ai des doigts engourdis. Oui, j'ai mal j'ai mal à la tête à part de ça, comme ça n'a pas d'allure. » Fait que pensez-vous qu'on va opérer l'épicondyle de cette personne-là puis que ça va bien aller? Zéro. Alors, il y a plein de douleurs référées au niveau de la face latérale du coude qui, en fait, sont des expressions de discopathie C5-C6 ou de raideur au niveau du trapèze. Et je crois, moi c'est mon opinion, que la mauvaise réputation des chirurgies épicondyliennes qu'il y a eu dans le passé est redevable au fait qu'il y a eu des erreurs de diagnostic immenses qui ont été faites. Les gens ne se posaient pas trop de questions, ils opéraient, ils n'examinaient pas, ils ne questionnaient pas, ça ne marchait pas, puis ils disaient ben, c'est une opération qui ne marche pas. Alors, si vous voyez des gens un peu plus âgés ou même sur la rue, la plupart des gens ont le préjugé que la chirurgie épicondylienne, c'est une chirurgie qui ne fonctionne pas. Moi, ça fait 20 ans que je l'ai fait, je pense que le taux de réussite est de 95 %. C'est pas parce que je suis le meilleur chirurgien au monde, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il y a un diagnostic, on se donne la peine de faire un diagnostic qui a de l'allure. Si vous allez dans des livres qui montrent les taux de succès de la chirurgie, la plupart des études qui ont été bien faites avec un diagnostic radiologique, on tombe dans des taux de réussite autour de 85 à 90. Donc, c'est pas vrai. Je veux défaire cette espèce de préjugé-là que c'est une chirurgie qui ne fonctionne pas. Donc, au niveau radiologique, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? On peut parler d'échographie et de résonance magnétique. J'aurais pu vous montrer des radiographies simples où on trouve des petites calcifications, mais en général, il n'y en a pas. La radiographie, elle est normale, je dirais dans 90 % des gens. Ce qu'on voit à l'échographie, vous le voyez ici, là, comme je l'ai dit, ça c'est l'épicondyle qui descend vers ici, puis après ça, on a la tête radiale qui est ici. OK? Alors, vous pouvez voir, comme je vous expliquais tantôt, l'insertion tendineuse s'en vient, et là où ça s'insère, au niveau de l'os, dans le plan le plus profond, c'est là que les petites lésions commencent. Vous voyez ici la petite lésion ici, avec un hypersignal qui est noir. Si vous regardez à droite, vous voyez que la chose est allée un petit peu plus loin et qu'il y a une partie du tendon lui-même qui est carrément détachée avec des petits dépôts de calcification. En échographie, qu'est-ce qui est bien? C'est qu'on peut faire contracter nos patients. C'est comme du cinéma, cette affaire-là. Et souvent, tu vas voir des fibres qui ne bougent pas, celle-là, puis d'autres fibres qui bougent. Ça, en général, c'est la signature qui a un détachement tendineux, puis ça te montre bien qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie quand ces gens-là font des contractions résistées. Finalement, il y a parfois aussi des dépôts de calcium dans à peu près toutes les tendinoses chroniques. Il va commencer à avoir des irrégularités du cortex. Quand on voit ça d'habitude, c'est qu'on sait qu'on a affaire à un problème qui est là depuis plusieurs mois, des fois plusieurs années. Au niveau de la résonance magnétique, encore une fois, c'est très beau la résonance. Si ça ne coûtait pas si cher, on en ferait à tout le monde. C'est le problème ici. Alors, vous pouvez voir ici le petit détachement qu'on a ici en profondeur, alors que le côté superficiel est encore en place. Un petit peu comme ce que j'ai dit. On pense que la sensibilité, la précision de l'échographie, aujourd'hui, est rendue à peu près équivalente à la résonance magnétique. Hein? C'est toujours examineur dépendant, vous allez me dire, mais on est allé, c'est encore meilleur qu'au niveau de l'épaule. Pour ce qui est des déchirures épicondyliennes, c'est très, très, très sensible.
Les déchirures, en passant, sont mal répertoriées, sont presque rarement cherchées en pratique courante. Quand j'étais résident ou quand j'étais jeune patron, personne ne faisait des résonances magnétiques ou des échographies pour des épicondylites ou pour les déchirures épicondyliennes qui recherchaient ce genre de lésions-là. On ne se cassait pas la tête avec ça. C'était pas dans les mœurs de le faire. Actuellement, c'est en train de devenir plus disponible. Et moi, je pense même, là, il ne faudrait pas que personne m'entende, mais je pense même qu'à moyen terme, la plupart des grosses cliniques de physiothérapie vont avoir un appareil d'échographie, puis ça va prendre 2 secondes, c'est ça. Vous n'aurez pas le droit de faire du diagnostic, mais hey, c'est tentant de mettre un appareil d'échographie puis de voir la slide que je vous ai montrée juste avant. Hein. Pourquoi pas? C'est facile, ça me prendrait 5 minutes, même pas 5 minutes, vous montrer comment avoir cette image-là, puis vous pourriez faire de la détection. Pas du diagnostic, de la détection. C'est pas pareil. C'est comme quand vous mettez le doigt sur un tendon qui fait mal, puis tu dis, va voir le docteur. Alors moi, je pense que, comme Dr Brutus a dit, de plus en plus, c'est vous la première ligne. Je suis désolé pour les omnipratiques qui sont dans la salle. De plus en plus, à cause de votre disponibilité, c'est vous. Faire de la détection de lésions, ça fait partie de votre job. Et d'orienter les gens vers les bonnes ressources, que ce soit le bureau du médecin de famille ou du médecin généraliste ou encore du spécialiste à l'urgence ou du spécialiste privé comme moi, je pense que ça va faire de plus en plus partie de vos habitudes. J'espère, en tout cas. Donc, maintenant, le traitement non chirurgical. Ça vient de mon site Internet. Je vous encourage, ce n'est pas de publicité personnelle que je fais, mais je vous encourage à lire les quelques pages que j'ai mises sur mon site Internet et de le donner à vos patients sur les épicondylites, les épitrochlites, etc. Il y a plein de trucs là-dessus qui leur fait bien comprendre c'est quoi qu'ils ont, qui leur fait bien comprendre aussi que la chirurgie, c'est exceptionnel, etc., etc. Toutes les choses que je suis en train de dire, je l'ai écrit en langage pour le patient. Et il y a quelques petits schémas qui vont leur montrer leur anatomie. Mes patients adorent ça. Le traitement non chirurgical a-t-il encore sa place? Absolument. Je pense que pas plus que 5% devrait finir en chirurgie. Si un traitement conservateur est fait comme il faut, là, en général, la règle, ce serait que ça fonctionne. Maintenant, je ne vous apprendrai pas votre travail, vous le connaissez mieux que moi, toutes les modalités de physiothérapie qui existent. Maintenant, moi, j'ai tout le temps l'impression, dans les tendinopathies, pour le coude ou ailleurs, l'épaule, qu'à un moment donné, là, quand ça fait 2 mois, 3 mois que tu fais quelque chose et qu'il n'y a pas rien qui change, là, change donc. Fais d'autres choses. Pour moi, il y en a qui disent 4 semaines, il y en a qui disent 6 semaines, 8 semaines. Soyons conservateurs. Là. 6 semaines, pas d'amélioration. Là. Maintenant qu'on a l'échographie au coin de la rue, là, hey, allons-y en échographie, là, parce que peut-être qu'on est en train d'essayer de réhabiliter une déchirure à 50%, puis qu'on va l'étirer. On fait juste étirer l'histoire alors qu'on préfère un geste curatif là, tout de suite. C'est vrai pour l'épaule en passant ce que je viens de vous dire. Alors, je comprends que c'est compliqué d'avoir accès à un médecin, mais c'est pas si vous êtes assez rusé, c'est pas compliqué d'avoir accès à de l'imagerie, soit avec des associations avec des médecins, ou soit en les envoyant dans des cliniques un peu privées, là, comme il y a des gens à Rockland MD qui en font en physiatrie. Dr Brutus et moi-même, on fait de l'échographie à notre bureau. Dans 2 semaines, on va aller voir vos patients. Fait que je vous prie de ne pas surinsister pour quelqu'un chez qui ça n'avance pas. Ça devrait allumer, d'après moi, même 4 à 5 semaines, il n'y a pas de changement, let's go, il y a besoin de quelque chose. Maintenant, besoin de quoi? Ça, c'est une autre question. Est-ce que c'est quoi? Je vais juste aller dans le répertoire des traitements que vous connaissez déjà. Shockwave Therapy. Levez la main ceux qui y croient. Regardez pas ma... Qui croit au Shockwave Therapy? Qui a déjà envoyé des patients au Shockwave et ça a marché? Ouais. Qui y croit? Pourquoi ça a marché? Je ne sais pas. N'importe quel traitement qui va durer 3 mois va à peu près 50, 60, 70% de marché. Est-ce que ça marche? Probablement que ça marche. Ça induit une cicatrice, ça fait une blessure, ça augmente la circulation, toutes des modalités que tu peux avoir d'autres façons. J'en envoie quasiment plus en Shockwave. Parce que j'ai eu des patients qui sont fâchés, qui m'ont piqué une crise de nerfs devant moi. Ils disent, pourquoi tu m'envoyais une chose qui fait si mal, docteur? Quand tu te fais dire ça par 1 ou 2 ou 3 de tes patients, c'est pas de la bonne pub pour nous autres. Là. C'est-à-dire, pourquoi que tu m'as envoyé là? Fait que là, tu dis, ouais, mais c'est vrai que tu peux te sauver d'une opération. Puis c'est le but de se sauver d'une opération quand tu es rendu au Shockwave. C'est pas mauvais. Par contre, c'est un fait que si quelqu'un commence à aller sur Internet puis cherche des études qui sont bien faites, qui montrent que ça fonctionne, c'est difficile de prouver que ça marche. Il y a Cochrane Summaries en 2009 qui avait fait la liste et la critique de tous les articles qui ont été faits sur le Shockwave pour se rendre compte que, comme vous lisez ici, quand on met tout ça ensemble, c'était pas mieux que le fake therapy. Les résultats n'étaient pas meilleurs.
Et il y a même une étude, seulement une, qui a montré que le shockwave était même inférieur à ce qu'on avait avec des injections stéroïdiennes. Fait que, bref, on n'a pas de documentation qui montre que ça marche. Est-ce que ça rend les gens pires? Non. C'est pas dangereux. Est-ce qu'il y a des gens qui guérissent pendant le traitement? Oui. Est-ce que c'est de la mauvaise médecine? Non. Ça peut être de la bonne médecine. Moi, je pense qu'il y a des cas anecdotiques qui sont guéris par cette chose-là. Est-ce que tout le monde, qu'on va envoyer, les 10 patients que j'envoie là, vont être guéris par ça? Non. Mais le problème, c'est qu'il y en a 2 qui sont fâchés contre moi sur les 10 que j'ai envoyés. Fait que c'est bien sûr que c'est pas un traitement miracle. Mais ça devrait exister. Quand tu es rendu entre ça et aller te faire opérer, peut-être que c'est mieux d'aller essayer ça. Mais la shockwave therapy, je reviens, ça c'est une photo qu'on a trouvée, mais en général, c'est un appareil qui va donner des ondes de choc, comme des coups de marteau. Bang, bang, bang. Et on colle l'appareil là-dessus. Il y en a des fois qui vont prendre un analgésique pour avoir moins mal, et l'appareil donne des coups là-dessus. Ça fonctionne bien pour d'autres endroits, par contre. Tendon d'Achille, entre autres, tendon rotulien, des endroits où on n'aime pas injecter, entre autres. Ça fonctionne pour d'autres pathologies, ou pour l'épaule, des fois, tendinopathie calcifiante. Pour l'épicondyle, c'est moins prouvé. OK? L'épine de noir, oui. Ça peut marcher pour l'épine de noir, effectivement. Bref, ça stimule une réaction inflammatoire, je pense, puis en faisant une onde de choc. Fait qu'il y a différents appareils. Naturellement, ça se trouve à Montréal. Là. Ça arrive ça, je ne vous dirai pas où est-ce que vous pouvez les trouver. Je vais vous laisser chercher. C'est votre compétiteur. OK. Donc, les injections cortisonnées. Ah, bah, non, on parle d'un bon sujet. Est-ce que ça marche, ça? Est-ce que j'en ai fait dans ma vie des milliers? Est-ce que c'est une bonne affaire? Je suis pas sûr. Après 20 ans d'injection, ça marche bien pour sortir un patient du bureau. Tu l'injectes puis il n'y a plus mal. Fait que ça a un effet à court terme qui fonctionne très bien. Mais, comme je vous ai mentionné au tout début de la présentation, du tissu inflammatoire, il n'y en a pas. Il n'y en a presque pas. Tu touches, c'est pas chaud, il n'y a pas d'inflammation là-dedans, puis tu as shooté de l'anti-inflammatoire. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais saigner, tu as mis une aiguille là-dedans. Tu crées un peu comme le shockwave therapy fait, dans le fond, tu crées une cicatrice, un processus cicatriciel qui commence à germer, peut-être c'est juste ça. La cortisone elle-même, qu'est-ce qu'elle fait? C'est le fun, parce qu'un coup tu as fait mal avec ton aiguille, la cortisone bloque l'inflammation, fait qu'ils ne ressentent pas la douleur dans le mois qui suit la blessure que tu viens d'y faire, fait qu'ils ont l'impression que ça va bien. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau microcellulaire? Probablement de la dégénérescence, de l'amincissement et de la déchirure. Probablement qu'on leur nuit à long terme plus qu'on les aide. À court terme, c'est très bon. Ça soulage les gens. Est-ce que je vais encore en faire lundi si un patient vient me voir avec ça en me suppliant d'en faire une? Peut-être, oui. Mais je crois qu'à long terme, c'est une modalité qui va disparaître pour l'épicondyle. Parce que j'en opère beaucoup de déchirures qui ont eu des injections. Je suis à peu près certain que la majorité d'entre eux, la déchirure est survenue à cause de l'injection. On se comprend? Alors, est-ce que je suis en train de parler contre l'injection cortisone? Oui, je suis en train de le faire, je viens de m'en rendre compte. Est-ce que j'en fais encore? Oui. Mais gardez pas ça en tête comme une solution magique. C'est très bon pour dépanner. Ça mérite-tu d'être essayé une fois? Peut-être. Pas 3, pas 4, pas 10. Quand tu es rendu, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais eu une échographie, qui n'a jamais eu une résonance magnétique, là, on se calme. Là. Allons imaginer un petit peu. Là. Il y a peut-être quelque chose qui est déchiré. Aller shooter dans une déchirure, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, dans le fond, pour quelqu'un qui dépend de son bras. Donc, comme j'ai marqué, en tout cas, ça marche parfois. Là, je vous amène dans les nouvelles affaires. Là, si vous permettez, là, je suis sûr, je suis ici pas pour vous dire juste ce que vous savez déjà. J'imagine qu'à peu près tout ce que j'ai montré, vous le savez déjà, mais j'aimerais ça vous parler de ce qui s'en vient, les nouvelles patentes qui sont en train de sortir. Comme j'ai commencé la présentation en vous disant qu'il n'y a pas beaucoup de tissus inflammatoires, c'était de la tendinose, les gens se sont mis à penser, bien, si le problème c'est du mauvais tissu, peut-être que la guérison c'est de faire du nouveau tissu. Et du nouveau tissu, c'est pas de l'inflammation, c'est pas de la cicatrice. Du nouveau tissu, c'est de la régénérescence. C'est deux processus cellulaires complètement différents. Hein. L'inflammation, on parle des cellules inflammatoires, de nouveaux vaisseaux, déposition de fibrose, etc. Mais la régénérescence, c'est pas la même chose. C'est un peu comme un fœtus dans un ventre. C'est du nouveau tissu qui germe, qui grossit tranquillement, qui fait du tissu, entre guillemets, normal. Alors, maintenant, est-ce que c'est de la science-fiction, tout ça? Ben, on a réussi à le faire pour la peau. Il y a des gens à Québec qui le font pour les grands brûlés.
On a réussi à le faire pour le foie. On est en train de réussir à le faire pour le pancréas. On est capable de le faire pour beaucoup d'organes actuellement. Alors, pour le cartilage. Alors, on se demande, est-ce qu'on va être capable de faire ça avec du tissu conjonctif, avec du tendon? Pourquoi pas? Ça serait la prochaine étape. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui se fait actuellement aux États-Unis. Puis pas tellement en Europe, plus en Corée peut-être, ou en Asie, là-dessus, pour savoir comment on va être capable de faire du nouveau tissu quand que ton tissu est plus bon. Alors, aux États-Unis, il y a même des nouvelles cliniques de médecine régénérative qui sont en train d'ouvrir. Il y en a à San Francisco, il y en a à Denver, où carrément, on prend tes cellules, puis on fait de la culture en laboratoire, puis après ça, on te réinjecte tes cellules. Le problème avec ça actuellement, cette année, toutes ces expériences-là qui étaient rendues commerciales ont eu un gros bâton dans les roues. C'est qu'il y a quelques patients qui se sont plaints qu'il y avait des sarcomes qui étaient apparus. Alors, le FDA, le Federal Department of en tout cas, Drug, le Food and Drug, appelons-le comme ça. Le Food and Drug a tout simplement a arrêté les expériences de médecine régénérative, de cliniques régénératives. La recherche n'a pas cessé parce que le principe, on s'enligne vers ça. Même chose pour l'arthrose, on veut faire du nouveau cartilage, etc. Mais sachez que actuellement, on se pose la question, comment on peut faire du nouveau tendon? Est-ce qu'on peut t'injecter ton tendon à toi, puis à un moment donné, tu vas faire du nouveau tendon? On se pose beaucoup de questions à ce niveau-là. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on ne doit pas mélanger ça avec un geste chirurgical. Que ce soit dans l'épaule ou que ce soit dans le coude, parce que c'est deux principes complètement différents. Tu fais une chirurgie, tu fais un appel d'inflammation et de fibrose et de cicatrices. Ce stock-là, c'est de la régénérescence. C'est pas deux amis. Ils ne fonctionnent pas ensemble. C'est pas les mêmes médiateurs chimiques. Donc, les mettre ensemble, ça ne marche pas. Ça a été tenté pour la coiffe des rotateurs, ça a été tenté pour d'autres choses. Ça ne fonctionne pas quand tu veux les mélanger ensemble. Chirurgie et médecine régénératrice. Par contre, médecine régénératrice toute seule, ça, on commence à se demander, peut-être, oui, ça s'en vient. Alors, je vais vous parler de la chose qui est la plus proche de ça. C'est sur le marché, puis ça, c'est sécuritaire. On n'est pas dans des cellules souches, là, adultes ou quoi que ce soit. On est encore avec les cellules matures de la personne qu'on réinjecte. C'est le fameux PRP. Vous allez en entendre parler, vos patients vont sur Internet, ils vont avoir entendu des entrevues de vedettes américaines qui ont été injectées avec du PRP, qui sont tournées sur le jeu 2 semaines après, des anecdotes incroyables. Il y en a plein qui circulent aux États-Unis actuellement. Alors, ça a été présenté comme le traitement miracle en 2008-2009 aux États-Unis, puis ça a fait boule de neige dans les cliniques de médecine sportive. Le principe est simple, on prélève du sang, environ 60 cc, et on fait une centrifugation, et on essaie d'isoler la zone de plasma où il y a plus de plaquettes, on la ponctionne, comme vous voyez sur la photo de gauche, et on l'injecte directement dans la zone douloureuse, préférentiellement sous écoguidance. Et après ça, on voit qu'est-ce qui se passe. Alors, donc, comme je l'ai dit, le coup d'envoi a été donné surtout au milieu des années 2000 avec Mishra, où il a commencé à faire cette intervention-là. Il avait l'impression que c'est quelque chose qui était très prometteur. Maintenant, si on va maintenant, quelles sont les recommandations en 2013? Ça, c'est les recommandations du American Academy of Orthopedic Surgery. Qu'est-ce qui est dit simplement? Ils ont fait la revue de toutes les c'est une présentation à l'American Academy en mars 2013, c'est assez récent. Donc, ils ont fait la revue de qu'est-ce qui a été fait, puis ils ont fait une étude dans 12 centres différents aux États-Unis avec plusieurs patients, 230 patients, puis ils ont suivi pendant 1 an de temps. Alors, c'est pas un remède miracle. C'est pas tout le monde qui va être guéri avec ça. Par contre, à 6 mois, 83% des patients avec le PRP avaient beaucoup moins de douleur. On parle de douleur. Comparativement à 66% pour ceux qui avaient un contrôle, avec seulement du sang, non enrichi de plaquettes. Est-ce que c'est extrêmement significatif? Non, c'est pas extrêmement significatif. Est-ce que c'est prometteur? Oui, d'une certaine façon. Bref, ça a l'air de fonctionner, mais ça fonctionne à long terme, pas à court terme, cette affaire-là. Fait qu'on parle de 6 mois, on parle d'1 an. Il y en a même qui disent que la différence se manifeste dans la 2e année après que tu as eu ton injection. Alors, si on vous pose des questions sur le PRP, absolument pas dangereux, hein, il n'y a pas de cancer qui va aller avec ça, c'est ton sang qu'on t'a injecté. Est-ce que ça marche? Oui, non. À long terme, peut-être. Est-ce que ça va te permettre de jouer au tennis dans 2 mois? Probablement pas. C'est pas ça qui va faire la différence. C'est plus sur le long terme.
Est-ce que ça fait mal? Les patients qui n'ont eu... Il y en a-t-il qui ont vu des patients qui ont eu de PRP ici? Lui, ça a été super bien, puis une semaine plus tard ou deux, il était mieux. Bon, parfait. Dans ce temps-là, don't argue with success. Le principe chimique fait effet sur à peu près 6 mois. S'il était bien après une semaine, probablement juste le fait qu'il y a eu une injection, puis qu'il y a eu aussi l'effet un peu placebo. Mais ça, moi, j'assine jamais le facteur placebo. Donc là, c'est fantastique. J'ai plus mal nulle part. Yes! Tu continues. Jamais briser un effet placebo, là. Mettez-leur des choses positives dans la tête, puis moi, je les prends tous. Les résultats placebo, là, je suis très preneur de ça. Donc, PRP, ça a-t-il sa place? Oui. C'est un peu compliqué à organiser. Par contre, ça prend une machine spéciale. Il faut être bien équipé. À Montréal, il y a quelques cliniques qui le font. Moi, je le fais pas. Je vais-tu le faire à un moment donné? J'y pense. Là, je suis pas complètement sûr parce que ça implique beaucoup de personnel et tout. Je sais qu'il y a certains physiatres à Montréal qui le font. Sur la Rive-Sud, je ne sais pas si quelqu'un en fait jusqu'à date. Martin Lamontagne, entre autres en physiatrie, c'est un nom qui... Martin Lamontagne, c'est un ami à moi, il fait très bien des coudes, puis il fait des injections. On a travaillé souvent ensemble, puis des fois, il m'envoie ceux qui n'ont pas été réglés par le PRP. Moi, j'envoie des fois des gens pour le PRP que je ne veux pas opérer, là, que j'espère leur sauver ça. Une question ici rapidement. Est-ce que c'est remboursé par les assurances ou c'est pas encore reconnu? C'est pas reconnu encore par les assurances. Oui, de leur poche. Alors, quels sont les... j'arrive à ça. Là, quels sont les désavantages? La technique n'est pas vraiment standardisée. Hein, c'est un petit peu technicien dépendant. Il y a à peu près 4 ou 5 compagnies différentes de centrifugation et ils font tous des plasmas qui sont différents. Il y en a avec plus de cellules, moins de cellules, plus de plaquettes, moins de plaquettes. Et tout le monde s'assine qu'ils ont le meilleur. Mais on n'a pas encore découvert c'est quoi la formule qui fonctionne vraiment. Donc, il y a un petit peu d'imprécision là-dedans. Comme j'ai mentionné, beaucoup de patients se plaignent de douleurs. J'en ai opéré plusieurs chez qui ça n'avait pas fonctionné. J'ai un mauvais échantillonnage, mais ils m'ont tous dit « j'ai eu mal, j'ai eu mal, j'ai eu mal ». Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on ne met pas de cortisone, justement, puis l'effet antidouleur n'est pas injecté en même temps. Efficacité controversée, longue guérison. Puis le coût, comme je vous ai dit, c'est à peu près entre 800 et 1000 $ pour un traitement. Mais est-ce qu'on va faire du mal en envoyant un patient là? Ben absolument pas. Les patients qui ne veulent rien savoir de la chirurgie, que ça fait 6 mois qu'ils ont mal, qui veulent essayer de PRP, let's go, vas-y. Vas-y, j'aime autant avoir un patient qui va venir me voir en me disant ça n'a pas marché, maintenant je suis prêt à faire d'autres choses. Fait que n'importe quel patient qui vient me voir, qui me dit qu'il a envie de l'essayer, moi j'ai pas de gros freins dans ma tête là, pour lui dire fais-le pas. Pour les traitements, comme tu sais, 800 000 $, c'est pour une injection ou pour une série de... Je crois que c'est pour le traitement complet. Comme c'est pas moi qui le vends, c'est ce qu'ils ont mis dans leur site de publicité, mais je leur poserai la question. Je pense que c'est pour le traitement complet. Je pense qu'ils font juste une injection pour le PRP. Pour l'épicondylite. En passant, PRP, ça marche très bien pour les ligaments, plus que pour les tendons. Pour les problèmes d'entorse ligamentaire grade 2 ou grade 3, ça c'est prouvé que ça fonctionne, notamment pour le genou. Plus efficace, puis plus efficace pour le membre inférieur que pour le membre supérieur. Donc, les avantages de ça, comme je disais, c'est très sécuritaire. Ça permet d'éviter la chirurgie. Pour ceux et celles qui pensent que la chirurgie est un mal en soi. Mais en passant, des fois, il y a toutes sortes de monde qui vient dans notre bloc opératoire. Donc, quand rien ne fonctionne, que reste-t-il? Nous! Maintenant, je vais vous amener un petit peu dans des terrains de nouveautés là-dedans, parce qu'il y a différents... Quand on parle de chirurgie, il y a chirurgie et chirurgie. Hein. Quand moi, j'étais... je me sens vieux quand je parle de... Dans mon temps, on faisait une chirurgie picondylienne, l'incision était ça de long. Le patient était endormi avec un tube dans la bouche. Des fois, il dormait à l'hôpital, puis il s'en allait chez eux le lendemain. On parle des années 80. OK? Après ça, il est arrivé quelque chose de drôle. Là. On n'avait plus d'anesthésistes parce que le gouvernement les avait tous mis à retraite forcée vers 1995-96. Alors, on n'avait plus d'anesthésistes, on avait une salle d'opération avec des infirmières, mais il n'y avait plus d'anesthésistes parce qu'ils avaient tous pris la clause pour s'en aller à la maison. Puis on s'est regardé entre nous, on dit « Qu'est-ce qu'on fait? » Il dit « Il faut gagner notre vie. » Il dit « On va essayer en les injectant sous anesthésie locale. » Ah, c'est bon ça. On a commencé à faire des chirurgies sous anesthésie locale parce qu'on n'avait pas de support anesthésique. Imaginez. Et ça marchait. Puis même les arthroscopies de genoux, on a commencé dans le temps d'en faire sous anesthésie locale avec mon copain, Dr. Tim Heron, à l'Hôtel Dieu. On faisait ça. Puis ça marchait. Puis ça marche très bien. Puis on en fait encore sous anesthésie locale. Bref, nos indications de chirurgie locale ont augmenté de façon exponentielle à partir du milieu des années 90 pour toutes sortes de raisons.
Alors maintenant, une chirurgie, on en fait encore surtout des chirurgies ouvertes, mais on les fait aussi d'autres façons, des chirurgies arthroscopiques, des chirurgies ouvertes. Puis je vais vous parler des deux autres qui sont des nouveautés, que j'aimerais que vous commenciez à vous mettre dans la tête parce que je crois que c'est la vague qui s'en vient dans les 10 prochaines années. Donc, c'est quoi le principe, tiens, avant d'aller plus dans la technique elle-même, c'est quoi le principe de la chirurgie épicondylienne, qu'elle soit interne ou qu'elle soit latérale? Est-ce qu'on répare un tendon? Pas bien, bien. Tantôt, quand je vous ai parlé de la force des joueurs en présence, j'ai parlé du long extenseur qui avait un facteur de 5 versus l'autre qui avait un facteur de 1. Écoute, le joueur qui est 1, c'est un petit joueur qui n'est pas important dans l'équipe et qui nuit à tout le monde. Là. C'est le Scott Gomez de l'équipe. Des fois, c'est peut-être mieux pour l'équipe qu'il ne soit même pas sur le banc. C'est un bon joueur, on l'aime bien, il est fin. Mais l'équipe joue mieux quand il n'est pas là, c'est ce que je te dis. Alors, la ténotomie, c'est exactement ça. Tu enlèves le mauvais joueur, tu déconnectes le mauvais joueur, tu le raccourcis. Il y a trop de tension sur un tendon qui n'est plus en santé et qui n'a plus de potentiel de guérison. Tu l'enlèves. Tu le déplaces d'environ 1 cm. Tu peux le rattacher si tu veux, ou même pas le rattacher. Puis ça va être la même chose. Alors, tu fais juste court-circuiter ça. Puis toutes les fibres musculaires qui étaient dans ce muscle-là, de toute façon, ils sont attachés à peu près au tiers moyen de l'avant-bras. Puis les forces vont se répartir d'un côté puis de l'autre. Exactement comme le pont suspendu, où dans le milieu ici, la force va être transmise à ce pilier-là puis à l'autre pilier. Il faut juste que cette chose-là, que le câble du milieu soit à peu près bien fait puis qu'il fasse les bonnes transmissions. Alors, si ton auto est en plein milieu du pont suspendu, c'est la même force qui va être un peu partout. Puis il n'y a rien qui... Le fait que ce n'est pas attaché dans le milieu ici, ça ne dérange absolument pas. Mais c'est ça le principe de la ténotomie pour l'épicondyle latéral surtout. L'épicondyle interne, c'est un petit peu moins appliqué, mais pour la latérale, c'est assurément le principe de traitement. Alors, dans la vraie vie, comment que ça se passe? Je vais vous expliquer que les muscles les plus puissants sont en haut, les muscles les plus faibles sont en bas, qui tiennent sur pas grand-chose. On va juste détacher un petit peu à ce niveau-là, exactement comme vous voyez ici, où ici, c'est l'os, puis ici, on voit comme un genre de V, c'est un détachement de l'extenseur qui est là. Fait qu'on on va juste simplement compléter un petit peu de la désinsertion à ce niveau-là et nettoyer l'os, peut-être faire 1 ou 2 petits points de suture là-dessus et laisser guérir ça comme ça, et ça guérit très bien. Je vais vous montrer tantôt. Ah, tiens, je vous montre là tout de suite. Il y en a-tu qui supportent mal la vue des chirurgies, le sang et tout ça? C'est le bon temps d'aller aux toilettes parce que je vais vous montrer une chirurgie ouverte là. C'est pas une des miennes, c'est une que j'ai pas eu le temps de faire un film d'une de mes chirurgies, mais c'est exactement la même technique que moi j'utilise. Avec un patient qui est réveillé. Le patient il est réveillé puis tu lui fais une piqûre comme une piqûre de cortisone au bureau. C'est le même feeling. Alors, vous voyez ici, on va simplement marquer une toute petite incision de rien, curviligne, pas plus qu'à peu près 2 cm, à peu près, pas plus, qu'on va fermer après. Le patient est réveillé en passant. Donc, xylocaïne, épinéphrine. Si les patients te demandent qu'est-ce que tu injectes, tu dis la même chose que ton dentiste. C'est exactement la même chose. Fait que ça ressemble un peu aux piqûres de cortisone, sauf qu'on en met un petit peu plus. Puis ça fait comme une cloche, puis ça diffuse un peu partout. Alors ça, c'est pour la peau. Puis après ça, il va avoir la même injection qui va être dans le fascia lui-même. Alors vous voyez que le poignet est là, le patient se tient la main. On s'accote sur l'os. Je vous dis, ils ont mal pendant 2 secondes, les patients. Dès que, sur le coup, ils sursautent. 2 secondes après, avec la xylocaïne, ils n'ont plus aucune douleur. En passant, la faiblesse qui est liée à l'épicondylite ou à la déchirure épicondylienne, c'est une faiblesse antalgique. Hein. Dès que tu leur as enlevé leur douleur, la force est normale. Chaque fois que je réexamine mes patients après l'injection pour être sûr que mon bloc a bien pris, la force, elle est complètement normale. C'est jamais arrivé que j'ai vu une force qui n'était pas normale après une injection de xylocaïne. Donc, s'ils sont faibles, c'est parce qu'ils ont mal. Donc, après la petite incision cutanée, pas que ça soit grosse pour rien, mais ça dure environ 2 minutes. Après ça, ça va être fini. Je vous garantis que ça ne sera pas long. Je vais juste vous montrer un petit peu le principe de ce que je vous ai dit, le fait qu'on détache. Bon, dans le fond, ici, on voit l'os qui est ici, c'est l'épicondyle latéral est là. Et vous voyez, c'est là ici. Et là, souvent, on fait juste relever avec le bistouri, juste le feuillet superficiel. Et en général, on tombe dans la déchirure.
Vous voyez, on fait juste relever, piler un petit peu, une approche, on appelle ça sous-périostée. Vous voyez comment il relève le tendon? C'est comme ça qu'on opère ça. Une déchirure épicondylienne ou une tendinopathie épicondylienne. Hein? Et là, maintenant qu'il a détaché son tendon, il y a l'ostéophyte osseux qui a poussé avec les années, et il va simplement enlever ça avec le rongeur pour provoquer une guérison au niveau du périos. Parce que ce qui fait mal, c'est pas juste le tendon, c'est de l'attache du tendon sur l'os. La zone de douleur, c'est vraiment le périos. La zone la plus sensible, c'est toujours cette espèce de mince couche-là de cellules qui est collée sur l'os. Ça, c'est douloureux. Quand vous avez une fracture en passant, c'est le périos qui vous fait mal, c'est pas l'os lui-même. Il n'y a aucune terminaison nerveuse dans l'os. Et un coup que c'est fait, on fait la fermeture de la peau, comme vous pouvez voir. Fait qu'il a enlevé le morceau d'os, il a laissé le muscle détaché, puis il va envoyer son patient comme ça chez eux. Le patient bouge tout de suite après. Aucune immobilisation. Retenez ça, aucune immobilisation, c'est à une chirurgie du coude. Ceux qui mettent encore les gens dans un plâtre après une chirurgie épicondylienne, là, tu bouges. Quand le patient dit « Qu'est-ce que je vais faire maintenant? » il dit « Je veux une extension complète, une flexion complète dès ce soir. » Oui. Oui, mais ça ne sert pas à grand-chose. Sincèrement, ils viennent d'avoir mal. Quand ils dégèlent, ils ont mal. Là. Moi, je leur dis, tu as le droit de sacrer 2 fois contre moi. La 3e, je la prends personnelle. Puis je leur donne des médicaments pour la douleur. Mais le physio devient plus important un peu plus tard, d'après moi. Sauf pour les patients très anxieux, chez qui tu as peur d'avoir une ankylose du coude parce qu'ils ne vont pas bouger. Ceux qui ont un petit peu, ou ceux qui ont un petit pattern, un petit peu... celui qui te fait peur, qui pourrait faire une dystrophie réflexe, tiens, on va le dire de même, la personnalité anxieuse, va donc chez quelqu'un qui va te donner des petites tapes dans le dos, qui va t'aider à bouger, qui va te faire des trucs pour que tu aies moins mal, qui va te supporter. Mais je dirais que pour la physiothérapie, moi, à peu près juste un patient sur 5 ou 1 sur 10 à peu près va aller en physiothérapie. Hein? Des fois, c'est même juste pour garder le lien avec le physiothérapeute pour le 2e mois, quand ils vont commencer à en faire plus sérieusement. Notamment les gens à la CSST, j'aime ça qu'ils gardent un lien avec, pas qu'ils cassent trop leurs habitudes. Là. On vient juste de changer la trajectoire, mais je veux pas qu'il y ait un bris de service. Fait qu'on veut des amplitudes articulaires le plus vite possible. Renforcement actif d'extension du poignet de préhension dès la 5e, 6e semaine. La question toujours des gens, est-ce que ça va déchirer si je fais quelque chose? Hey, je l'ai déjà déchiré moi-même. Tu ne feras pas pire que ce que je viens de faire. Le mal est fait. Bouge, il n'y a rien qui va déchirer. Fait qu'il faut que vous leur disiez ça. Il n'y a rien qui va déchirer. Puis si ça déchire, j'ose pas le dire, mais si ça déchire, c'est une bonne chose. Ça veut dire que le tendon est en train de guérir à la bonne place, c'est-à-dire à l'endroit où il n'y a pas de tension dessus. OK? Donc, la reprise des activités régulières, en général, le 4e mois, même après 3 mois, en général, mes patients sont capables de faire à peu près tout ce qu'ils veulent, sauf les exercices d'impact. Mes sportifs de haut niveau, les joueurs de tennis, je les envoie tous en physiothérapie, en médecine sportive. Pourquoi? Parce qu'ils vont se plaindre de douleurs de l'avant-bras. C'est au niveau musculaire que ça va se passer parce qu'il y a une réorientation des tensions musculaires. Alors, il faut qu'ils fassent un renforcement en endurance. En endurance. C'est pas le faire 1 fois, 2 fois, l'extension, il faut qu'ils soient capables de le faire 100 fois, 150 fois pour pouvoir retourner au travail, pour pouvoir retourner au sport. Fait que c'est vraiment une question de leur mettre dans la tête qu'on ne veut pas de la puissance explosive. Là-dedans, on l'a déjà, la puissance explosive. C'est facile à aller chercher. C'est l'endurance musculaire, surtout s'ils ont été, entre guillemets, en arrêt pendant 9 mois ou 1 an avant de venir à leur chirurgie. Donc, on a parlé de rehab. Les nouveaux traitements. Maintenant, ce qu'on a fait avec la chirurgie avec un gros couteau, ce qu'on a fait avec l'arthroscope en détachant tout, on s'est dit, pourquoi qu'on ne fait pas ça avec une petite aiguille? Comme ça. Tantôt, j'ai parlé d'échographie. On voit exactement la même chose. Ça, c'est l'épicondyle, le sommet, puis toute la masse épicondylienne. Ici, il y avait la petite déchirure. Mais pourquoi qu'on ne va pas faire la même chose, mais avec une petite aiguille? Hein? En injectant. Ils appellent ça le timbre-poste. Ça a été tenté par des échographistes aux États-Unis, l'équipe de l'Université du Michigan, qui ont fait une longue série là-dessus. Étant donné qu'ils faisaient beaucoup d'échographies, c'est pourquoi on ne mettrait pas une aiguille 18 là-dedans. Alors, leurs résultats ont été ça. Ils ont suivi leurs patients pendant 28 mois, c'est quand même beaucoup. Les patients avaient eu mal pendant 9 à 10 mois avant. 64 % étaient excellents. En passant symptômes pendant 9 à 10 mois, ça veut dire qu'ils étaient chroniques, qu'ils avaient tous échoué leur traitement conservateur. Là. Ces gens-là étaient condamnés à avoir mal pour toujours. Il y en a 64 excellents comme avant, 16 % bons, 7 moyens, 13 mauvais. Fait qu'on parle vraiment de 80 % de patients qui sont très contents de l'avoir eu. Une petite affaire à l'aiguille,
puis un 20 coup-ci, coup-ça. C'est quand même pas mauvais, 80 de succès pour une affaire qu'on a juste piqué à travers la peau avec un petit peu d'échographie. Fait qu'on se demande, est-ce qu'on peut faire mieux que ça avec d'autres choses? Puis le d'autres choses, c'est qu'est-ce que vous allez voir là. Ça, c'est vraiment l'update. C'est la clinique Mayo qui est sortie avec ça l'an passé, en 2012. C'est un petit peu ce que vous venez de voir à l'aiguille, mais fait de façon un petit peu plus sophistiquée. Encore une fois, l'injection locale, comme on a vu tantôt dans la chirurgie ouverte. Mais là, ça, c'est l'injection sous anesthésie locale. Et là, avec l'appareil d'échographie, au lieu que ça soit juste une aiguille qui fait pic, 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 là, tu mets une sonde comme ça, qui est comme une espèce de petit couteau, dans le fond, à haute fréquence, et qui va faire la ténotomie de l'intérieur. Comme vous avez vu avec la chirurgie ouverte, avec le bistouri, puis avec le shaver, l'arthroscopie. Alors ça, c'est mon ami Alain Elbaz, qui est à Houston, qui m'a envoyé ces images-là. Et lui, il m'a invité à aller avec lui m'entraîner pour faire ce traitement-là, puis l'amener au Canada. Il n'y a personne au Canada qui le fait encore. Vous avez vu un tout petit trou de rien. Puis c'est un relâchement chez les gens qui avaient une tendinopathie à l'échographie, pas les gens qui ont un tendon normal. Les autres, ils ne vont pas les opérer. Alors ça, ils font ça maintenant, pas en salle d'opération, en bureau, avec l'appareil d'échographie qui est là. Il y a un peu de bleu là, parce qu'ils ont mis des trucs un peu stériles, mais tu n'as pas besoin d'être dans une salle d'opération. Tout ce que tu as besoin, c'est une espèce de petit filage, la sonde d'échographie, puis tout le monde fait ça. Le patient s'en va tout de suite après. Aucun médicament Péros, aucun soluté, rien de ça, juste une injection de xylocaïne. C'est comme aller se faire arracher une dent, cette affaire-là. Pas plus compliqué. Les vitesses de guérison sont phénoménales. Les gens, Alain Baz en a fait une 50aine. Il dit les gens retournent jouer au golf en dedans de quelques semaines, retournent au gym, à peu près 80-90 de résultats positifs. Ça a l'air d'être encore meilleur que la ténotomie à l'aiguille. Une partie du périos qui est enlevée aussi. Oui. Oui, et on brûle le périos avec la sonde. C'est peut-être pour ça que c'est un peu supérieur à ce que à l'aiguille faisait. Exact. Alors, je ne dirais pas qu'on ne vous a pas amené des choses qui sont récentes. Juin 2013. Vous êtes update, là. Même tous vos collègues, là, ils ne savent pas ce que c'est en train de voir là. L'article il est dans mon sac. Là. Il vient juste d'être imprimé, il est encore chaud. C'est Dr. Bernard Murray, qui est le directeur de chirurgie du coude à la clinique Mayo. C'est un vénérable homme de 75 ans qui a fait l'article là-dessus, où il a ramassé tous les cas. Retour sans restriction à 3 mois. Hein. Leurs patients sont capables de tout faire. Retour d'activité avec force à 6 semaines, puis la vie normale a vécu 7 à 10 jours. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas un recul encore d'1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. On n'en a pas de ça, on est en train de les faire. Mais si vous voulez, magageux, savoir qu'est-ce qui s'en vient, ça. Alors, le futur non chirurgical, il va toujours avoir de la place pour le futur non chirurgical. La plupart des patients guérissent sans chirurgie. Il faut juste comprendre c'est quoi la pathologie, puis savoir qui va être ton patient, puis qui, à un moment donné, ne sera plus ton patient. Puis qu'est-ce qui va faire la différence? Bien, c'est la non-amélioration et l'imagerie. Le futur, ici, pour Montréal, bien, c'est d'aller plus vite en imagerie. Ça, c'est la grosse lacune actuellement, c'est l'imagerie. Après ça, générer une capacité de guérison avec le PRP ou autre, c'est l'autre chose qui va monter en popularité probablement, parce que c'est un traitement non dangereux. C'est un peu cher, mais il n'est pas à 10 000 $ quand même. Là. Moi, j'y penserais avant de me faire opérer, de me faire donner une injection de PRP par Martin Lamontagne, si c'était mon coude à moi. Ou me faire injecter par moi-même si dans 6 mois, je décide d'en faire. Après ça, reconnaître les cas de possibilité de normalisation. En passant, quand il y a des déchirures de plus de 4 mm, en général, le traitement conservateur ne fonctionne pas. Alors, la plupart des gens, c'est pas officiel comme chiffre, j'ai hésité avant de l'écrire. La plupart des gens pensent que quand on a une déchirure de 5 mm et plus, au niveau épicondylien, que ce soit interne ou externe, les chances de normalisation par un traitement conservateur ne sont plus là. Alors, chirurgical, c'est ce que je viens de dire. Il faut que ça soit minimalement invasif. Il ne faut pas que ça fasse trop mal. Il ne faut pas que ça soit fait dans une salle d'opération. Si possible, sortez-moi ça des hôpitaux au plus vite, s'il vous plaît. Gardez l'hôpital pour ceux qui sont vraiment malades. Tu auras plus de chances de pogner un virus ou une bactérie méchante dans l'hôpital que de guérir maintenant. Fait que moi, je pense que ces choses-là doivent sortir des hôpitaux. Puis je pense aussi que les arthroscopies simples doivent sortir des hôpitaux. Comme je vous dis, à cause de ça, probablement que l'indication du traitement chirurgical va arriver plus précoce. Il y a 20 ans, comme résident, je disais, on n'opère jamais un coude, une épicondylite tant que ça ne fait pas 12 mois que ça fait mal. Maintenant, je vais dire 6-7 mois.
Maintenant, je me dis, mais merde, 6-7 mois, des fois, c'est assez pour perdre ta business quand tu travailles à ton compte. C'est assez pour perdre tes chances de faire l'équipe dans un sport ou quelque chose dans le genre. Puis c'est long, 6 mois ou 1 an. Si tu arrives au bout de 3 mois avec un traitement, comme j'ai montré le dernier, qui ne fait pas de complications, qui se fait comme ça dans un bureau, puis qu'il n'y a pas de complications, qui fait une mini-ténotomie non dangereuse ou encore un PRP, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, il y a beaucoup de points d'interrogation là-dedans, mais je veux juste vous partager avec vous je dirais, l'évolution de ma mentalité pour le traitement optimal des épicondylites. Et c'est tout. J'espère que c'est intéressant.